On est en live, ça y est. Ça y est. Bon, bonjour à tous Bonjour à tous. et à toutes. Océane et moi sommes très heureuses d'être là aujourd'hui pour présenter le deuxième épisode de ce webinaire « Comment avance le monde ?» avec Mathieu Venturini et un invité surprise, c'est Napoléon, son chien, qu'on va peut-être voir ou entendre pendant le webinaire. Un peu plus tard. Voilà. Donc, Océane et moi sommes avocates au sein du cabinet Garoué. Océane est responsable du pôle propriété intellectuelle, nouvelles technologies et contrats, et moi du pôle social. Et vous posez peut-être la question de savoir pourquoi on a eu l'idée de faire ce webinaire et pourquoi ce thème-là. Alors, tout simplement parce que nous, Garoué, on pense qu'on peut être on est un cabinet d'avocats spécialisé en droit des affaires, mais pas seulement. On est aussi société à mission. Et on est persuadé qu'on peut être un cabinet d'avocats, un cabinet profitable, mais aussi avoir un impact positif sur la société. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a voulu échanger avec des sociétés qui, elles aussi, ont pour ambition d'avoir un impact positif. C'est pourquoi Mathieu Venturini de l'agence Win-Win nous accueille aujourd'hui dans ses locaux à Marseille. Oui, donc on va parler avec toi, Mathieu, de l'ensemble des choses que vous avez mis en place. Alors, l'agence Win-Win, c'est une agence événementielle. Ouais. Je serais peut-être... Présenter un peu rapidement, ouais. Donc, nous, on est une agence événementielle située à Paris et à Marseille. On est, en fonction des moments, entre une vingtaine et une quarantaine de personnes. Et on fait des événements corporate, principalement, dans tout type de secteur d'activité, du luxe à l'automobile, ou pour de la solidarité aussi. Enfin, ça peut être assez vaste, mais grosso modo, c'est très, très corporate. Ouais. Voilà. Et je sais que vous avez mis en place des choses aussi chez vous qui font que vous n'êtes pas une agence comme les autres. C'est vrai. Depuis quelques années maintenant, peut-être 3 ans, on a entamé des démarches pour être labellisé ISO 20121. Christophe, mon associé à Paris, a même, au sein de l'association de l'événement qui regroupe les 100 plus grosses agences françaises, tenu un peu ce dossier et fait en sorte qu'on soit une grande, que ça soit un type de société labellisée, parce que avec l'arrivée des JO, on avait besoin que les agences événementielles françaises soient ISO 20121. C'était un élément important. Donc finalement, au niveau européen, on est probablement un des pays les plus avancés là-dessus. Oui. Et nous, on a fait partie, finalement, on était à l'initiative de ça. Et c'est quelque chose qui a mobilisé les équipes chez nous et qui a été assez bien suivi, parce que finalement, c'est quelque chose qui intéresse les générations qui composent l'agence, en fait. Ouais. Et que c'est des sujets dont on prend conscience tous les jours et qui sont importants. Donc, on a fait ça. C'est un travail assez dur, mais assez structurant. C'est un combat de tous les jours. mais on se bat et on a envie. Et les équipes, une fois qu'en fait les process sont mis en place, c'est aussi plus facile de les tenir. Mais on essaie autant que faire se peut d'assumer ça et de concevoir nos événements nativement respectueux. C'est aussi ça un peu qu'on a mis en place à l'agence. Et des fois, c'est facile, avec des marques qui le permettent facilement, et puis qui jouent le jeu, puis qui ont envie de ça. Notamment, nous, on a des marques en cosmétiques avec lesquelles on a fait des belles opérations où on passe pas notre temps à dérouler de la moquette et imprimer des vaches. On fait des logos naturels, on fait des choses plus vraiment très, très orientées nature. Et ça marche aussi bien. Ça permet aussi d'avoir des retombées presse et un attrait qui est différent. Et on est content de pouvoir le faire quand c'est possible. Et puis après, on a des marques qui sont dans des univers plus difficiles et avec lesquels on peut pas toujours dire que c'est pas forcément au cœur de l'activité de la structure. On nous demande de le faire et on essaye de le faire au maximum, mais des fois le produit en question le permet moins. Oui. Donc, par exemple, un client qui n'est pas un client de l'agence qu'on avait rencontré avec Christophe, qui est la CMA-CGM, donc une des plus belles entreprises ici à Marseille. En tout cas,
en facial comme ça, on a du mal à se dire que c'est l'entreprise la plus vertueuse. Et on a du mal à, même s'ils auraient envie qu'on le dise ou qu'on le croie, on ne dit pas qu'ils ne font pas des efforts, mais les bateaux qu'on voit, les porte-containers, ils participent, en tout cas en perception, à des dérèglements et à des surchauffes. Et bon, il ne suffit pas de crier haut et fort que... Oui. Il y a une différence entre dire et faire. Ouais, voilà. Il y a une différence entre communiquer et le faire quand on n'en parle pas. Et c'est pour ça que c'est important aussi, du coup, d'avoir une norme ISO. Ouais, alors ça permet de calibrer, puis de savoir comment on se positionne. Nous, c'était un truc qui était primordial pour nous de le passer, parce que comme nos clients sont des clients corporate, plutôt des grands comptes, en fait, ne pas être ISO 20121 à court terme, ça veut dire ne plus être consulté. Donc, on va dire que c'était un choix contraint. C'était un choix de business forcé, c'est-à-dire que soit on veut continuer à travailler pour des grands groupes, et ces grands groupes ont des directives RSE importantes, dont l'événementiel, et ça va faire partie des critères qui vont faire que si vous n'êtes pas ISO 20121, vous ne faites pas partie du pool d'agence consultée. Donc ça, c'est une des raisons importantes pour lesquelles on s'y est mis. Après, c'est aussi une grosse c'est de l'argent en fait de passer des normes, de mobiliser les équipes, il faut avoir une certaine taille pour pouvoir le porter. Par rapport à l'argent que ça coûte quand on fait appel à des cabinets externes pour nous accompagner, et puis 2, pour suivre ça au quotidien. Parce qu'en fait, c'est pas juste avoir un petit coup de tampon une fois par an, c'est le maintenir, c'est des process, et en fait les process, on peut les écrire, on peut faire des docs, mais à un moment, faut qu'il y ait quelqu'un qui tienne la baguette, qui ressorte le doc en question, et puis il ne faut pas non plus que ça empêche le business. C'est-à-dire que c'est tout cet équilibre qui est complexe, c'est qu'en fait, il faut à la fois avoir des choses qui soient cadrées, et puis à la fois, il faut pouvoir produire, travailler normalement, parce qu'en fait, les clients, ils ont envie, ils ont besoin de ce label pour sécuriser, pas se faire rattraper à cause de ça, mais en même temps, ils ont aussi des contraintes budgétaires, si on veut faire, je sais pas, dans le cadre d'un stand, par exemple, que des choses sourcées intelligemment, recyclées et compagnie, en fait, d'abord, sur la forme, ça peut se voir, il faut assumer cette forme. Et ensuite, sur le coût, ça se voit aussi, parce qu'aujourd'hui, tous les produits qu'on peut acheter qui sont recyclés, c'est pas moins cher que les produits importés de Chine directement. C'est plutôt plus cher. Donc, c'est tout un espèce d'équilibre à travailler et à gérer. Surtout qu'en plus, là, peut-être que alors, les gens qui nous écoutent ou qui nous voient le savent pas, mais quand on parle d'une agence événementielle gros compte, c'est des budgets qui peuvent être conséquents. On a des budgets... Oui, c'est nous, les événements qui sont organisés par l'agence, on va dire qu'un petit événement, c'est 200 000 euros. Un gros événement, c'est plus de 2 millions d'euros. Alors, c'est une grande fourchette. Malheureusement, on n'a pas que des événements à 2 millions à gérer. Heureusement. Ou heureusement, voilà. Mais c'est plutôt des gros budgets. Mais en fait, c'est des gros budgets parce qu'en fait, quand vous regroupez du monde, quand vous donnez à manger à du monde, quand vous hébergez du monde, quand vous transportez du monde, c'est de l'argent. Le sujet de transport est un sujet qui est de plus en plus pris en compte chez nos clients. C'est-à-dire qu'il fut un temps où ça nous est arrivé d'organiser des grands événements pour des grandes sociétés françaises en Asie, par exemple, où on transporte 6 000 à 7 000 personnes au bout du monde. Bon, ça existe moins. Mais aujourd'hui, nous, agence, on peut être force de proposition en disant, nous, on vous encourage plutôt à faire des choses en périphérie de votre siège, mais on ne peut pas l'imposer. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire, restons en France, prenons le train. Puis après, on a des gens qui ont une culture de l'avion qui... ça, il y a des choses qui ont changé avec le Covid. On est sorti maintenant du tout digital. Les gens ont besoin de se voir et compagnie. Ils ont aussi besoin de faire la fête. On peut faire la fête et on peut faire des choses professionnelles chez nous, sur notre territoire, sans pour autant prendre l'avion. Ça, c'est un vrai sujet.
qui existe aussi. Et nous, dans notre métier événementiel, je ne sais pas si vous avez repéré ça sur les réseaux, il y a une nouvelle mode d'événements virtuels où en fait, c'est des effets spéciaux qui sont mis en place sur un post vidéo, je crois sur Instagram, sur TikTok ou qu'on sort. Et en fait, il y a Jacques Mus à Marseille qui a fait des défilés comme ça avec des sacs à main qui se promènent dans la ville. Ça peut-être un bout du futur des événements pour l'agence, parce qu'en fait, c'est du digital. On produit un résultat qui est partagé par les gens, qui est liké, mais qui finalement consomme peu en matière. Et parce que finalement, qu'est-ce qui reste d'un événement? Il y a le temps qu'on y a passé, nous, en tant que participants de l'événement, mais quand vous faites un événement pour Chanel, là, il va y avoir un défilé Chanel à Marseille, le gros, c'est la médiatisation après. Les Happy Few qui viennent, ils sont quelques-uns, mais finalement, c'est quand ils reconstruisaient à l'époque au Grand Palais, une plage au Grand Palais, c'est pas uniquement pour les 500 personnes qui sont là, c'est aussi pour la visibilité d'après. Donc, ça dépend un peu sur quelle typologie de métier de l'événementiel on fait. Est-ce qu'on fait des choses qui s'adressent au grand public? Est-ce qu'on fait des choses qui s'adressent au corporate? Est-ce qu'on fait de la convention ou du salon? Voilà. Mais finalement, il y a des nouveautés qui arrivent dans nos métiers. Ça, c'est assez sympa aussi de pouvoir explorer ces terrains-là pour aussi finalement proposer des événements encore plus RSE. Là, nous, on a fait récemment un bel événement pour Kenzo à Théoux-sur-Mer. On n'a pas fait de digital dans ce cadre-là, mais on a amené les gens voir les plantations, faire des bouquets. Enfin, il y a eu un travail autour de ça. Bon, mais là, c'est un côté très spécifique. C'est une marque respectueuse qui fait de la cosméto, mais qui est proche de la nature. On a fait des marquages avec des cailloux, des choses comme ça. Là, il y a des choses à faire. On aurait pu digitaliser davantage. Bon, peut-être que ce sera une prochaine fois. Puis après, là, c'était pour une cible de journalistes. Donc, ils avaient besoin de sortir, de voir le produit, de voir le cadre où c'était planté à Grasse. Donc, des fois, il faut quand même déplacer les gens. On ne peut pas tout... voilà. Oui, mais c'est ça qui est intéressant, justement. Et c'est ça, quand tu parles du client, la différence, c'est surtout le client et sa demande aussi. C'est ça qui est important, je trouve, de dire aussi, c'est que peu importe la démarche qu'on a pour avoir un impact positif sur la société, que ce soit sur les événements responsables, que ce soit sur la manière de fournir du conseil juridique, ou de traiter ses collaborateurs. En fait, tout ça, ça n'a d'importance que si c'est pris en compte par le client, en réalité. Et typiquement, nous, dans nos métiers événementiels, on est consommateur de matériel. C'est-à-dire qu'on consomme de la cloison, on consomme du coton gratté, on consomme des rouleaux de moquette, on consomme du traiteur ou des boîtes qu'emballent les produits, on consomme du goodies. Mais notre métier, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de faire d'un moment finalement assez court un truc exceptionnel. Et ce truc exceptionnel, il est souvent attaché à de la conso, d'une manière ou d'une autre. Alors on peut essayer de la limiter ou de le faire autrement. C'est plutôt ça, nous, qu'on essaie de faire, c'est de pivoter un peu sur les trucs et de faire des choses un peu inattendues. Mais pour ça, il faut avoir une oreille attentive du client, être ouvert à ne pas vouloir faire le même tote bag qu'on a déjà eu dans les 10 derniers salons. C'est tout ça qu'il faut travailler. C'est peut-être aussi pas surstocker les choses qu'on produit, c'est-à-dire privilégier le fait d'en avoir un peu moins, mais finalement de ne pas en jeter. Il y a tous ces sujets-là qui peuvent être travaillés. Nous, dans les points autour de la RSE qui... de mon point de vue d'agence, pourrait être amélioré, c'est les consultations. Nous, on a un métier de consultation qui est dur. C'est la vie de notre métier. Et il existe aussi dans les cabinets d'architectes, il existe dans d'autres métiers. Je pense qu'il faut préciser ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous, quand il y a un appel d'offres pour organiser un événement, il peut y avoir 10 sociétés qui sont consultées. C'est pas rare. C'est-à-dire que l'exception, c'est qu'il n'y en ait que 3. D'accord. Et nous, quand on répond à un appel d'offres, on produit du jus de cerveau, on produit de la création,
on fait des chiffrages, on interroge des menuisiers, on interroge des sociétés de transport. Enfin, on mobilise tout un écosystème avec du monde. Parce qu'en fait, quand tu dis métier de consultation, c'est qu'en réalité, pour répondre à ces appels d'offres, il y a vraiment tout un travail de faire la mission quasiment Oui. et de proposer aux clients, voici l'événement qu'on va mettre en place pour vous. Et donc, en fait, tu as déjà tout ce temps qui est passé à réfléchir à un événement pour lequel tu n'as pas encore été sélectionné. En fait, nous, on produit l'événement quasiment avant de le vendre. Parce que, et ça nous est arrivé dans des consultations de ne pas être sélectionné parce qu'on n'avait pas fait, par exemple, l'art de la table. D'accord. Pour vous rendre compte dans quel niveau de détail on peut être amené à aller. Ça veut dire que nous, quand on répond à un appel d'offres, alors dans un budget important, je dirais au-delà de 300 000 €, on peut consommer 15 jours, 20 jours hommes. Quand vous faites ça et que vous avez 10 agents qui jouent, et que tout le monde, on est tous à peu près à la même enseigne, on n'est pas spécialement lent. Donc tout le monde va consommer 10-20 jours. Ça veut dire qu'avant même d'avoir travaillé, il y a 200 jours qui ont été consommés. Ça, c'est pas RSE. Est-ce qu'il y a des gens qui vont travailler? Oui, bien sûr. Pour se faire payer. Et donc ça, pour nous, c'est un sujet. Il faut apprendre à présélectionner les gens sur des idées, sur des références, mais finalement dans un temps contraint. Et là, il n'y a pas de bons élèves. C'est-à-dire que c'est pas plus difficile dans le privé que le public. Chacun y va de ses travers et finalement, c'est son mode de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on avait des appels d'offres publics où, quand on voit comment l'appel d'offres a été construit, pour construire ça, il y a des gens qui ont bossé des jours et des jours. Et puis après, il peut y avoir 20 boîtes qui bossent. Ça ne marche pas. Et surtout que là, tu donnes un exemple sur un événement à 300 000 €. Or, sur les appels d'offres qui sont plutôt gros, on est plus sur des appels d'offres à 1 million, 2 millions, 3 millions. Et donc, en fait, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ce n'est pas 20 jours hommes. On est sur du... Ça peut être plus, Ça peut être plus. Et je me rappelle d'un client et où ça a été 2 mois. Ça a été plus de 2 mois et pas que... un homme. Ça a été plusieurs personnes et plusieurs... En fait, nous, on se bat. Quand on va sur une mission, c'est qu'on pense qu'on a une chance de gagner. Et c'est vrai qu'on se donne le maximum on ne veut pas avoir de regrets, donc on se donne à fond. Et des fois, ça ne marche pas. Et donc, du coup, son engagement à avoir un impact positif sur la société et sur le monde, du coup, parce que c'est quand même le thème de... c'est le monde. Voilà. Est-ce que c'est un critère différenciant par rapport aux concurrents ou aux autres sociétés? C'est un critère différenciant. On n'est pas tous ISO 20121, mais en fait, il faut le revendiquer haut et fort à tous les instants. En fait, pour que ce soit entendu, il faut, à chaque fois qu'on a une prise de parole, remettre ça sur la table. Quand on nous contacte pour dire « moi, je voudrais organiser mon séminaire avec mes top managers en Espagne, pendant 3 jours, on part en avion, machin ». En fait, il faut dire non, nous, si vous voulez faire ça, ce ne sera pas avec nous. Et ça, c'est une posture dure à tenir en tant que chef d'entreprise, parce qu'on a quand même des équipes, des charges, et on court après les briefs et les appels d'offres, on a envie d'en gagner, mais on aimerait pouvoir ne gagner que des choses très vertueuses. De temps en temps, il faut être objectif, on est obligé de travailler, même si on n'est pas aligné à 100% avec la demande. Mais après, ça, c'est la réalité. Tous les matins, il faut du boulot pour la journée et celle d'après. On essaie de faire des choix, mais les choix sont pas toujours simples. Donc certains clients ont besoin d'être sensibilisés quand même Ça commence à être intégré chez les clients quand même. Mais bon, ils ont pour certains, ils peuvent avoir une vision de la RSE à géométrie variable. C'est-à-dire que ça les intéresse dans l'appel d'offres, ça les intéresse d'avoir le label, ça les intéresse moins dans la pratique. Ou ça peut les intéresser moins dans la pratique. Ou eux aussi sont rattrapés par une réalité économique qui fait que entre
le polo bio en coton bio et le polo qui vient directement chez AliExpress, ça sera de l'AliExpress et puis c'est tout. Donc, et ça, il ne faut pas se mentir, c'est à un moment, mettre en place la RSE, c'est pas arrêter de commander chez Amazon. C'est un moment, ça veut dire être mesuré, pas commander 20 produits quand on en a besoin de 10, peut-être le revendre quand on n'en a plus besoin, ou le réutiliser plusieurs fois. Alors, le réutiliser, nous, historiquement, on a toujours fait ça parce qu'on avait même des entrepôts pour stocker notre mobilier, notre matériel. Mais ça demande encore une autre logistique, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, vous êtes un client. Vous voulez du mobilier pour votre événement, vous n'allez pas accepter que le mobilier ne soit pas comme neuf quand vous le louez. Mais en fait, quand il est comme du mobilier de location que vous stockez vous, il prend des coûts, il a besoin d'être entretenu. Et en fait, à maintenir, c'est dur. Donc, c'est pas si simple. Même si c'est vertueux, c'est pas si simple. Et autrement, en vrai, c'est coûteux. Enfin, quand on n'est pas structuré on n'est pas une boîte de loc. On n'a pas un inventaire entrée-sortie de tout ce qui rentre, tout ce qui sort, dans quel état il est revenu, et donc finalement, on réutilise, mais on réachète aussi. Et puis, un exemple, vous louez une télévision. Aujourd'hui, pour un événement, c'est le prix de l'achat d'une télévision. Donc, vous allez être tenté faut l'emballer. Donc, on va faire fabriquer un flycase pour la transporter. Et donc, ça coûte le prix de la télé. Donc, on a ces trucs-là où, à un moment, en fait, il faut bien réfléchir. Il faut peut-être aller sourcer les gens qui font déjà nativement ça. C'est pour ça que nous, dans nos métiers aujourd'hui, on a des spécialistes. On va chercher cela pour une mission bien précise. C'est comme ça qu'on est performant finalement. On ne consomme pas trop. Et puis, on passe en termes de budget parce qu'on va chercher celui qui sait faire. On avait essayé d'internaliser tout. Bon, on en est revenu. Ça a un coût d'immobilisation, de traitement, de gestion, de surveillance. Enfin, voilà, Il y a plein de coûts cachés, en fait. D'assurance, de chauffage, de stockage, de camions. Et donc, en fait, vous êtes au top au début parce que vous prenez tout ce qu'il faut pour que ça marche bien. Puis, les normes, elles évoluent. Votre camion, il n'est plus au R6, on ne peut plus rentrer dans Paris. Enfin, voilà. Il y a des petites histoires, il y en a plein. À un moment, il faut aussi se centrer sur son cœur de métier. On n'est pas des logisticiens. On est là pour organiser des événements et faire vivre un moment le plus inoubliable dans le positif aux gens. Faut se concentrer sur ça en essayant de le faire bien, mais en laissant aux spécialistes ce qu'ils savent faire. Peut-être que c'est ça aussi un peu l'issue vers laquelle il faut aller. C'est intéressant cette discussion. Et l'impact sur les collaborateurs de WinWin? C'est important. Les collaborateurs, nous, on a des collaborateurs qui sont plutôt jeunes, plutôt la trentaine, entre 28 et 35 ans, le cœur de nos collaborateurs. Ils sont très soucieux de ça. Enfin, c'est important pour eux. Et ça, pour le coup, c'est un outil RH, la RSE. Oui. Mais après, il ne faut pas que ce soit juste. C'est pareil sur le livret d'accueil des collaborateurs. Il faut que ça se traduise. Dans les faits. Et des fois, on y arrive, des fois, on y arrive moins. Mais oui, c'est un sujet. Et après, on met où les curseurs? Je ne sais pas moi. La machine à café, est-ce que c'est des cafés en grains? Est-ce que c'est des capsules? Oui. Ça, c'est un premier pas. Puis après, c'est est-ce que j'achète mon café chez Café Joyeux ou est-ce que je le commande chez Lidl? Et à un moment, en fait, on ne veut pas non plus être des ayatollahs du truc. On a envie d'aider, on a envie de participer intelligemment à la construction de tout notre écosystème. Puis à un moment, il faut aussi qu'on ait rattrapé tous les mois de mars avec le bilan de l'année d'avant. Donc, à un moment, les choix, il faut les mesurer. Et c'est mieux de les mesurer avant que ça soit fait plutôt qu'après. Oui. Mais en tout cas, pour les équipes, ça compte. Mais c'est pareil, en fait, c'est un peu des nouveaux métiers, ça, en interne. Et en fait, il faut réussir à créer de la valeur avec ça. Ce qui est une difficulté, parce qu'en fait, les gens qui font ça chez nous,
c'est des gens qui sont intelligents, qui sont allés à l'école et qui sont donc coûteux. Et ça se vend pas la RSE sur votre ligne quand vous rajoutez. Chez nous, on a fait un Green Deal où on a fait participer les gens sur la récupération carbone, ce genre de choses, mais c'est quand même à la marge. C'est plus par principe pour leur dire bon, allez, on fait ça, participez avec nous, mais ça génère pas de valeur directe sonnant et trébuchante. C'est un moment. En tout cas, on sait pas bien le mesurer. Et on n'a pas une ligne sur nos devis qui dit événement RSE, événement pas RSE, 15 000 euros à encaisser en plus ou en moins. Ça n'existe pas. Ça. Mais tu vois, par exemple, pour les collaborateurs, est-ce que tu mesures, parce que nous, par exemple, au cabinet, on mesure la satisfaction des collaborateurs ou des personnes qui travaillent avec nous pour nous assurer qu'on suit bien tous nos objectifs. Oui, ça on le mesure, mais oui, ça, on a des entretiens annuels, ça sont suivis pour essayer de comprendre un peu les ressentis des uns et des autres. Après, bon, moi, je préfère un contact plus régulier qu'un cérémonial annuel où les gens ne sont pas toujours à l'aise et où moi je trouve ça dommage de voir les gens tous les jours et de leur parler qu'une fois par an. Oui, c'est sûr. Mais bon, après c'est un pilotage d'entreprise ou un pilotage RH, chacun sa manière de fonctionner. Mais alors du coup, nous, on est société à mission. Est-ce que c'est quelque chose qui est important pour toi de travailler avec avec des sociétés à mission et qui ont également, qui veulent avoir un impact positif, des sociétés engagées? Pour nous, c'est pas un critère, c'est pas un critère de sélection. Après, on préfère toujours travailler avec des gens qui se comportent bien, qui ont envie de faire avancer les choses ou qui ont envie d'aller dans le bon sens. Mais c'est pas, pour être objectif, c'est pas sur ces critères-là qu'on s'est rencontrés, c'est pas sur ces critères-là qu'on a collaboré et qu'on continue. On continuerait pas grâce à ça. Pour moi, c'est un élément supplémentaire, mais c'est pas un élément déterminant de choix. Vous seriez désagréable ou incompétent, on ne travaillerait pas avec vous. Oui, c'est sûr. Du coup, ça veut quand même dire qu'on est, ça va. Et compétente. On est compétente. Non, mais c'est pas dans nos critères de. On rentre pas par là, mais c'est bien et c'est pas non plus quelque chose qu'on valorise de notre côté en disant nous nos conseils ils sont entreprises à mission, accompagnez-nous avec ça. Mais peut-être qu'on pourrait, mais c'est pas un truc qu'on a travaillé. Mais même nous, tu vois, on l'a pas forcément. Enfin, nos clients le savent, nos prospects aussi, mais je sais pas à quel point. Ça intervient dans leur choix. Oui, mais moi, il me plaît à penser quand même que on se reconnaît. Oui, en fait. C'est quand on partage, Non, mais ça c'est possible, et c'est peut-être pour ça que ça fonctionne et qu'on l'adose pas à ça. Mais en pratique, se comporter bien et avoir envie de bien bosser, c'est pas lié à une norme. La norme, elle permet d'être identifiée avec ça. Mais la norme, elle peut être aussi contournée des entreprises à mission. Il y a des gens qui se positionnent là-dessus parce qu'ils sont dans l'air du temps. Mais en fait, c'est pas au cœur de leur préoccupation. Oui, mais on est quand même contrôlé régulièrement sur nos actions. Est-ce que dans 3 ans, il n'y aura pas un nouveau sujet sur lequel il faudra surfer et qu'on se mettra là-dessus? Nous, on a des confrères en événementiel qui se sont mis entreprises à mission, qui se sont adossés sur des sujets plus de solidarité pour essayer de monter leur dossier et l'être. Mais est-ce pas un peu d'opportunité? On peut se poser la question. On peut se poser la question. On s'est posé aussi la question. Enfin, quand on a rencontré certains, on s'est aussi posé cette question. Donc voilà. Apparemment, on a une question. Alors, la norme ISO va bien plus loin que la RSE. Oui. Donc oui. La norme ISO, la RSE, c'est une déclaration et la norme ISO, c'est quelque chose que tu mets en place et qui est audité. Oui, c'est des process. C'est pas juste une déclaration.
Ah non, c'est pas une déclaration sur l'honneur. C'est une méthodologie de travail, c'est des contrôles, c'est des process. C'est à tous les instants. Pardon. Du coup, on a sauté. Ah mince. Enfin, je sais pas si ça a sauté. Pardon. J'ai l'impression qu'on n'est plus en ligne. Si. Ah, si. Pardon. Ah. Pardon. Et c'est un coût aussi. Ah oui, c'est un coût. Ouais, c'est un coût pour les audits, c'est un coût de mise en place, de structuration. Tout le temps qu'on passe à comprendre comment il faut qu'on travaille, c'est du temps où on ne produit pas. Alors après, en fait, si c'est bien déployé, si c'est bien mis en place, si c'est bien compris par les équipes, ce coup, on le rattrape après. Parce qu'après, on travaille mieux, on travaille plus vite. On a des checklists à suivre, on sait comment fonctionner. Mais ouais, ça a un coût et ça a un coût important. Ça fait partie des choses que je trouve dérangeant ou pas équilibré, parce qu'en fait, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour toutes les tailles de boîte. Et du coup, c'est un peu segmentant, parce qu'en fait, si on fait pas suffisamment de volume de chiffre d'affaires, on peut pas amortir ce coût. On n'est pas tous égaux. C'est un manque de chance pour ceux qui n'ont pas les moyens ou qui ont une cible clientèle plus... Parce qu'en fait, on se coupe de potentiel, en fait. Oui. Et c'est un coût de mise en place, mais c'est un coût récurrent à l'année. C'est-à-dire que c'est pas juste un coût de mise en place. C'est de l'argent au départ. C'est de l'argent pour être maintenu, parce qu'on auditait tous les ans. Que tous les ans, même si on essaie de faire les choses bien, il y a des dysfonctionnements ou des défauts mineurs à corriger. Chaque année, ces défauts, les auditeurs sont de plus en plus durs parce que au départ, vous le mettez en place, donc il y a une espèce de tolérance. Et puis après, vous voulez encore cette année, il faut faire ça, Donc ça se durcit. Alors c'est bien parce que ça permet de garder le contrôle et puis peut-être aussi de monter un peu l'ambition. Mais en fait, il faut se remettre en question tout le temps. Donc, et puis il faut réussir à avoir une personne dans les équipes qui manage ça. Ça, c'est une difficulté parce que dans nos équipes quand elles sont un peu resserrées, on n'a pas un profil qui a que ça à faire. Non, c'est ça. Du coup, ça bien sûr. Et ça ne doit pas être perçu comme l'empêcheur de tourner en rond. Donc, c'est un peu la difficulté. Donc, mais bon, pour l'instant, nous, en tout cas, on a été ISO 20121, on a renouvelé. C'est vraiment au cœur de nos métiers. Et, pour l'instant, cette norme-là, on tient à la continuer. Et peut-être même on cherchera des compléments à ça, mais c'est pas un sujet qu'on est prêt à abandonner. On y voit plutôt comme des vertus, même si c'est pas simple tous les matins. Donc pour la fin, si on pouvait dire un mot de la fin, c'est qu'en réalité, qu'on peut avoir un impact positif et être rentable. On peut. C'est pas simple. Et est-ce que tu penses surtout que ça fait avancer le monde ? Je sais pas si j'ai l'ambition que ça fasse avancer le monde. Peut-être que ça le préserve un peu plus ou ça ralentit un peu peut-être quelques dysfonctionnements. On n'en est pas encore à faire avancer le monde. Moi, j'ai pas cette ambition. Nos métiers, c'est des métiers de communication. C'est pas c'est des métiers importants et je les renie pas, mais c'est pas nous qui ont tourné la planète. Non, mais je pense que ça contribue, tu vois, ce genre de normes, ce genre d'actions, par exemple, de proposer des événements qui sont responsables, d'avoir mis en place tous ces process et tous ces critères et toutes ces choses. Ça contribue à ça, ça contribue à éveiller les consciences et à avancer, Oui. Mais moi, le côté vraiment positif que je vois là-dedans, c'est que j'ai plutôt l'impression qu'on est poussé par les équipes. Et par les équipes plus jeunes. Et ça, je trouve ça plutôt encourageant parce que ça veut dire que d'abord, on ne va pas être les seuls à devoir prendre ça en main. Et si ceux derrière nous qui arrivent, finalement, ils ont cette prise de conscience qui est plus forte, on a des chances de progresser.
Ouais. d'être moins mauvais. Voilà. Ok. Très bien. Bon, bah super. Merci Merci beaucoup. de Merci. nous avoir accueillis avec Oui. ce Avec magnifique fond vert, voilà, c'est qui nous fait à tous un teint un magnifique. teint de toute beauté. C'est ça. Merci à vous qui êtes restés avec nous pendant ces presque 40 minutes. Et à bientôt pour la prochaine séance Voilà. que tu nous expliqueras aussi. Eh ben, on fera ça. On fera ça. Allez. Très bien. Merci. 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 Au revoir à tous. Au revoir.